C'était un amour incandescent, une promesse presque mythique. Deux figures du 7e art, deux âmes au rayonnement international, l'une née dans les ombres bleutées du cinéma français, l'autre forgée dans la rigueur et l'austérité des scènes britanniques. Isabelle Adjani et Daniel Day-Lewis. Elle regarde Orage, silhouette de légende voix d'outre-silence, lui caméléon de génie tour à tour Hamlet, et Boucher capable de se dissoudre dans chacun de ses rôles. Ensemble, ils semblaient incarner une forme rare de beauté tragique. Ils allaient se marier, un enfant allait naître, et pour une fois, Isabelle, si souvent hantée par les blessures de l'intime, laissait entrevoir l'espoir d'un ancrage. La vie peut, être allée lui accorder une trêve. Et puis, un fax. Pas une lettre griffonnée à la hâte. Pas une voix tremblante au téléphone. Un fax. Machine froide, impersonnelle, mécanique. Une page. Quelques phrases sèches. Une rupture télécommandée à des kilomètres de là. Daniel Day-Lewis, dans un dernier acte d'effacement, lui annonçait que tout s'arrêtait, qu'il ne viendrait pas, qu'il ne l'épouserait pas, qu'il la quittait. Elle, Isabelle Adjani. Et leur enfant encore dans son ventre. Un abandon glacial presque administratif. Une sortie de scène sans salutation. Isabelle dévastée n'eut même pas la force de pleurer. La douleur était trop précise, trop inacceptable. Comment expliquer aux autres qu'on a été quitté? Par fax, comment admettre une telle humiliation sans s'effondrer? Le monde du cinéma vacille. Les journaux s'emparent de l'affaire. La France s'interroge. Comment une femme aussi admirée, aussi aimée, aussi respectée, peut-elle être victime d'un geste aussi brutal, aussi lâche? Et surtout, pourquoi ce silence? Pourquoi ce départ soudain, sans confrontation, sans au revoir, derrière le visage d'Adjani, on entrevoit une faille. Derrière la beauté souveraine, une tristesse infinie, et ce fax simple feuille de papier sans émotion devient l'un des symboles les plus violents de l'abandon amoureux. Pas de cris, pas de larmes publiques, juste un éclat muet, un effondrement intime dans le vacarme médiatique. Mais pour comprendre cette rupture inhumaine, ce non envoyé à distance à la veille d'un oui, il faut retourner en arrière. Bien avant le tapis rouge, bien avant les flashs, avant les silences. Il faut remonter à la toute première faille. L'enfance d'Isabelle, elle est née sans appartenir à un lieu, ni tout à fait ici, ni complètement ailleurs. Isabelle Yasmina Adjani voit le jour le 27 juin 1955 à Gennevilliers, banlieue grise, aux marges de la capitale française. Dès le départ, elle porte en elle une fracture invisible, celle d'une double origine qui ne se fond jamais. Un père algérien kabyle, Mohamed Cherif Adjani, ancien interprète militaire, marqué par les déchirures de la guerre, silencieux, distant, presque fantomatique. Une mère allemande, Augusta Schweinberger, fuyant le chaos du Troisième Reich rigide austère, presque absente malgré sa présence. Le foyer n'est ni chaleureux ni violent. Il est opaque. Les mots d'amour n'y ont pas de place. Tout s'y fait en creux, l'affection est devinée, jamais dite. Isabelle apprend donc à lire les silences, à décrypter les visages, à entendre ce qui n'est jamais prononcé. Très tôt, elle développe une sensibilité rare, presque douloureuse. Un rien l'ébranle. Un regard trop dur, une absence prolongée, un soupir trop lourd, elle se réfugie dans les mondes qu'elle invente. Dans sa chambre, elle lit des signes, incarne des personnages invisibles. Elle se parle à elle-même comme pour combler le vide autour. Son frère Éric devient son pilier, son complice, son miroir. C'est avec lui qu'elle partage ses jeux, ses peurs, ses espoirs. Mais ce lien, le seul qui semblait inébranlable, sera brisé plus tard par une disparition qui la hantera à jamais. Une douleur que même le temps ne parviendra à adoucir. À l'école, elle est brillante mais discrète. On la remarque pour sa beauté précoce, mais elle fuit les regards. Elle ne cherche pas à séduire. Elle veut disparaître. On la trouve étrange, distante, intense. Elle ne sait pas encore qu'elle deviendra une star. Elle veut seulement s'échapper, exister autrement. C'est le théâtre qui lui tend la main. À 14 ans, elle monte sur scène. Et là, quelque chose change. Elle n'a plus besoin d'être elle-même. Elle peut devenir une autre. Elle peut exister sans souffrir. Chaque rôle est un masque, un abri, une armure. Elle comprend que jouer, ce n'est pas mentir. C'est se sauver. Mais ses premières années de vie laissent en elle une empreinte indélébile, la peur panique de l'abandon, l'angoisse de ne jamais être assez. Elle grandit avec cette idée sourde que l'amour est toujours conditionnel, qu'il peut être retiré d'un seul geste, sans explication, sans cri, sans raison. Alors elle aime intensément, démesurément, comme pour conjurer l'abandon. Mais plus elle aime, plus elle devient vulnérable. Elle le sait, mais ne peut s'en empêcher. Elle cherche une tendresse qui lui a été refusée, un regard qui ne la quittera pas,
Un je reste murmuré même dans la tempête, et c'est ainsi qu'elle deviendra Isabelle Adjani. Une femme en quête d'un amour qui ne l'effacera pas. Elle n'est pas entrée dans le cinéma, elle a transcendé. Isabelle Adjani, à peine sortie de l'adolescence, ne fait pas ses premiers pas devant une caméra, elle s'y consume déjà. Elle ne joue pas, elle s'incarne. Son visage, une peinture mouvante, entre l'innocence et le tragique, capte la lumière comme si elle venait d'ailleurs. Sa voix, ses silences, ses regards, tout en elle désarme. On ne sait pas si elle parle ou si elle saigne. À 10 à 9 ans dans l'histoire d'Adèle H, de Truffaut, elle subjugue le monde. Elle incarne la passion, la perte de soi, l'obsession amoureuse. Et derrière le personnage, on perçoit déjà l'écho de sa propre histoire. Elle est nommée à l'Oscar. Le monde la découvre. La France s'incline. Ce n'est que le début possession l'été meurtrier, Camille Claudel, la reine Margot. Chaque film est une offrande à la douleur, une plongée dans les abysses. Elle ne joue jamais à moitié. Elle se laisse posséder par ses rôles, comme on se laisse dévorer par une tempête. Elle offre son corps, sa psyché, son âme. Et chaque performance laisse une trace, un épuisement, une cicatrice. Mais cette intensité a un prix. Derrière les Césars, les tapis rouges, les robes haute couture, il y a une femme qui fuit, qui s'épuise, qui doute. Isabelle se retire entre deux films, refuse les interviews, déteste les photographes, elle fuit les flashs comme d'autres, fuit les balles. Pour elle, la notoriété n'est pas une récompense, c'est une exposition brutale, une violence symbolique. Dans un milieu d'hommes, elle ne se soumet pas, elle ne séduit pas pour exister, elle dérange. On l'a dit, capricieuse, complexe, difficile. Mais ce ne sont que les mots de ceux qui n'arrivent pas à la contenir. Elle impose ses choix, son rythme, ses silences. Cette solitude choisie devient peu à peu une prison, elle est adulée mais incomprise. On la célèbre mais sans jamais l'approcher. À force d'incarner des femmes blessées, elle devient malgré elle une figure du chagrin majestueux, une madone de la souffrance élégante. Dans les yeux du public, elle brille. Mais derrière ses paupières, il y a des ombres, des fatigues qu'elle ne dit pas, des déceptions qu'elle garde pour elle. Elle apprend à survivre dans ce monde qui l'applaudit sans jamais la voir. Et puis un jour, un homme entre dans son existence, un homme aussi fuyant qu'elle, aussi brillant, aussi écorché, un homme que l'on dit insaisissable. Il ne la conquiert pas, il la comprend, du moins c'est ce qu'elle croit. C'est là que commence l'histoire la plus douce et la plus cruelle de sa vie. Il n'y eut pas de coup de foudre spectaculaire, pas de photographie volée sur un tapis rouge, pas de révélation tapageuse dans les magazines. La rencontre entre Isabelle Adjani et Daniel Day-Lewis se fit dans un murmure, presque comme un secret que le destin aurait voulu préserver. Deux âmes singulières, chacune cernée de mystère, chacune portant ses propres tempêtes. Lui, l'acteur britannique, révéré pour ses performances radicales, sa méthode immersive, ses disparitions prolongées entre deux rôles. Elle, la diva française, au silence brûlant, au regard d'abîme. Ensemble, ils semblaient former un couple irréel, hors du temps, hors des codes. Au départ, leur lien est discret. Ils se croisent, s'observent, se reconnaissent. Il n'est pas dans les gestes spectaculaires. Il est dans les silences partagés, dans les dîners sans témoins, dans les conversations nocturnes, pleines de doutes et d'intelligence. Il y a entre eux une pudeur que peu comprennent, une forme de tendresse, retenue fragile, d'autant plus précieuse qu'elle ne s'affiche pas. Isabelle, d'abord sur la réserve, se laisse peu à peu gagner par cette présence étrange. Daniel n'est pas tactile, ni bavard, ni démonstratif, mais il est là. D'une manière silencieuse, presque spirituelle. Il la fait rire. Il l'écoute. Il ne juge pas ses silences, il les épouse. Et elle, habituée aux hommes qui veulent la posséder, découvre un homme qui semble vouloir simplement l'approcher sans l'emprisonner. Rapidement, leur histoire devient sérieuse. Elle traverse la Manche. Isabelle partage sa vie entre Paris et Londres. Elle s'absente des plateaux. Daniel fait de la place pour elle dans la mesure de ce qu'il peut offrir. Il est distant, mais fidèle. Elle est passionnée, mais inquiète. Ils vivent sur une ligne de crête entre confiance et fragilité, puis vient l'annonce. Isabelle est enceinte. Un bouleversement, un miracle, une promesse. Gabrielle Kahn. Ce prénom, choisi en écho à l'archange et au poète maudit, dit déjà tout de ce qu'elle projette dans cet enfant. Un espoir, une seconde chance. Le désir profond d'un avenir à deux, à trois. Autour d'eux, le monde bruisse. La presse s'interroge, flaire un mariage imminent. Certains proches disent avoir vu des faire-part discrets, d'autres évoquent des préparatifs à Londres. Isabelle, elle y croit, elle rêve, elle se projette dans un avenir où elle ne sera plus seulement la tragédienne sublime, mais une femme aimée, protégée, installée. Elle commence même à parler de lui en interview à demi-mot, comme si le bonheur avait besoin d'être préservé du bruit pour survivre.
Mais derrière les apparences, une tension s'installe. Daniel, fidèle à sa nature, commence à disparaître. Parfois physiquement, parfois émotionnellement. Il s'enfonce dans ses rôles, comme on entre en transe. Il coupe son téléphone. Il ne donne plus de nouvelles pendant des jours. Isabelle comprend, mais elle souffre. Ce mutisme la ramène à ses peurs anciennes, celles de l'enfance. Elle commence à douter. De lui, d'elle, d'eux. Elle essaie d'en parler, de poser des questions. Mais Daniel ne répond pas toujours. Ou alors, à côté. Il ne nie pas son amour, mais il fuit la confrontation. Son silence devient une arme douce, mais tranchante. Isabelle, elle, s'efface. Elle tente de ne pas être trop émotive, trop fragile, trop demandeuse. Elle rentre dans une forme de soumission douce persuadée que l'amour consiste parfois à patienter, à encaisser à croire malgré tout. Autour d'eux, les amis commencent à s'inquiéter. Certains disent qu'il est instable, d'autres qu'il l'admirent mais qu'il ne peut pas aimer vraiment. Isabelle, elle s'accroche, parce qu'elle porte leur enfant, parce qu'elle a déjà trop perdu, parce que cette fois elle pensait avoir trouvé un port d'attache. Elle ne savait pas encore que l'homme qu'elle aimait allait bientôt lui tourner le dos, non pas en criant, non pas en partant, mais d'une façon que personne n'aurait pu imaginer. Un geste froid, à distance, imprimé à l'encre noire sur une feuille blanche. Tout semblait converger vers une lumière rare, un équilibre enfin, une promesse. Isabelle Adjani attendait un enfant. Les préparatifs d'un mariage discret, élégant, étaient évoqués. Un avenir à 2, à 3, se dessinait. Elle, souvent écorchée, avait laissé tomber sa cuirasse. Il, d'ordinaire, si fuyant, avait laissé entrevoir la possibilité d'un ancrage. Et puis, un matin sans cri, un matin comme un autre. Un sifflement mécanique métallique venu du coin d'un salon. Le bruit sec d'un fax. Une technologie déjà surannée, presque absurde. Isabelle ne s'en souvient pas tout de suite. Elle pense à un contrat, une note de production, un document anodin. Mais les mots qu'elle découvre sur le papier glacé sont tout sauf anodins. C'est pas un texte professionnel, c'est pas une phrase maladroite. C'est une décision froide. C'est un départ. Daniel Day-Lewis lui écrit qu'il ne viendra pas, qu'il ne peut pas continuer, qu'il ne se sent pas prêt, qu'il aime peu être. Mais pas assez pour rester. Il l'a pas appelé, il n'est pas venu, il n'a pas attendu. Il a envoyé un fax, un rectangle de papier, une salve de lettres, sans voix, sans regard. Une séparation imprimée. Le choc est si violent qu'Isabelle ne comprend pas tout de suite. Le monde devient flou, le papier glisse de ses mains. Elle s'effondre dans le silence. Personne pour la rattraper. Personne pour expliquer. L'homme qu'elle aimait, qu'elle croyait différent, vient de la quitter avec la froideur d'un homme d'affaires. Elle est enceinte, seule, figée dans un appartement où tout avait été rêvé pour deux. Les heures passent, les larmes ne viennent pas, juste une sidération immense. Elle relit la page. Encore, mais rien ne change. Il ne reviendra pas. C'est fini. Comme ça. Et très vite le monde extérieur s'en mêle. Un murmure court dans les couloirs du cinéma français, puis dans la presse anglaise. Enfin dans les tabloïds. Daniel Day-Lewis quitte Isabelle Adjani par fax. La nouvelle devient virale avant l'heure. Les plateaux télé en plaisantent. Les magazines Pips s'en repaissent. On ne parle plus de l'artiste. On parle de la femme humiliée. La tragédie intime devient spectacle. Le drame privé devient anecdote nationale. Mais derrière les titres ironiques, personne ne voit. Personne ne ressent. Personne ne sait ce que cela coûte à une femme comme elle d'être ainsi abandonnée. Une femme qui a toujours protégé son cœur, comme on protège une cicatrice mal refermée. Une femme qui s'était crue pour une fois sauvée. Elle ne fait aucune déclaration. Elle ne répond à aucune question. Elle se mure, se referme, protège son ventre, son fils, à naître son silence. Car dans ce silence-là, il y a une douleur que même les mots n'osent affronter. À l'intérieur d'elle, c'est une guerre. Une guerre entre la honte et la rage, entre l'incrédulité et le chagrin, entre l'amour qu'elle ressent encore et le mépris qu'elle devine dans cet acte. Comment un homme si brillant, si sensible à l'écran athée, il put devenir aussi cruel dans la vie réelle? Il n'y aura pas de scène de rupture, pas de confrontation, pas de larmes partagées, il y aura un fax. Et une femme enceinte esselée face à l'absence. Gabrielle Ken naîtra sans père à l'horizon. Et Isabelle, cernée, épuisée, se lèvera chaque matin avec la même pensée. Il est parti sans me regarder une dernière fois. Aucun César, aucun rôle, aucun hommage ne pourra effacer cette sensation d'avoir été effacé. Non par hasard, mais volontairement. Le fax devient un symbole, pas seulement pour elle, pour toutes celles qui ont été quittées sans mots, sans explication, sans égard. Un abandon impersonnel chirurgical, violent dans sa banalité. Ce jour-là, Isabelle Adjani n'est plus seulement une actrice.
Elle devient une figure. Une légende d'un autre genre, celle de la femme trahie dans le silence. Celle qu'on a laissée. Celle qu'on n'a pas eu le courage de regarder dans les yeux. Il n'y aura pas de procès, pas de déclaration officielle, pas d'accusation publique, aucune lettre ouverte, aucun scandale juridique, juste un grand vide. Une béance silencieuse dans laquelle tout va se dissoudre. Après, le fax Daniel Day-Lewis s'efface, comme s'il avait terminé un rôle et qu'il quittait la scène sans saluer. Il ne répond à aucun journaliste, ignore les tentatives d'interview, ne confirme ni ne dément. Il retourne à son monde là, bas en Irlande, dans la solitude des Landes, et du bois loin, des plateaux loin, du chaos loin d'Isabelle. Sa carrière n'en souffre pas. Il continue de tourner, de récolter des récompenses, d'émerveiller le public. L'homme reste intact, l'acteur glorifié. Isabelle, elle ne peut pas disparaître, parce qu'elle est visible, parce qu'elle est femme, parce qu'elle est enceinte, parce qu'on attend d'elle une réaction, une larme, un mot. Elle ne dit rien, elle encaisse. Le choc, le rejet, l'humiliation. Elle se replie, se réfugie dans une forme d'effacement maîtrisé. Elle refuse les invitations, décline les projets, annule les engagements. Ce n'est pas un caprice. C'est une nécessité vitale. Il faut survivre à l'abandon sans se dissoudre complètement. Pendant longtemps, elle ne parlera pas. Elle gardera pour elle cette blessure comme un talisman maudit qu'on porte sur le cœur. Elle élève son fils seule, elle refuse de se faire passer pour victime. Elle ne s'explique pas, ne s'excuse pas. Elle vit. Ou plutôt, elle tient debout. Et puis, des années plus tard, au détour d'un entretien, elle lâche quelques mots. Calmes, tranchants, précis. Elle confirme ce que le monde savait déjà, mais refusait de croire. Oui, elle a été quittée par fax. Oui, elle était enceinte. Oui, cela l'a brisée. Pas seulement en tant que femme, mais en tant qu'être humain. Elle ne pleure pas en le disant. Elle ne tremble pas. Elle constate. Comme on prononce un verdict après un long procès intérieur, elle dit c'était inhumain. Puis elle se tait. Pendant ce temps, Gabriel Kane grandit, enfant de l'absence et de la tendresse. Il porte le nom de son père, mais grandit dans les bras d'une mère qu'il aime assez pour deux. Il devient artiste, musicien, poète. Il écrit des chansons empreintes de mélancolie, de gravité. Il est beau, sensible, mystérieux, comme eux deux. Isabelle veille sur lui comme sur une terre sacrée. Elle ne dit jamais du mal de Daniel. Elle ne transmet pas sa douleur. Elle transforme l'absence en présence, l'humiliation en force. Dans ce rôle de mère, plus encore que dans ceux du cinéma, elle trouve une raison de continuer. À l'écran, elle revient parfois. Plus rare, plus fragile, mais toujours magnétique. Les projecteurs la désirent encore, mais elle ne se donne plus tout entière. Quelque chose s'est refermé en elle. Une lumière s'est éteinte. Ou peut être une nouvelle a pris sa place plus froide, plus lucide, plus indestructible. La gifle du fax ne s'est jamais vraiment effacée. Mais elle ne définit pas Adjani. Elle fait partie d'elle. Comme une ombre portée, comme un silence devenu contour. Il ne reste pas un scandale, ni une rupture célèbre, ni même un fait divers à sensation. Il reste quelque chose de plus lent, de plus profond, de plus insondable. Il reste une femme, pas seulement une actrice, pas seulement une icône, une femme qui a aimé sans filet cru, sans garantie espérée, malgré les signes, et qui a chuté dans un silence que nul cri n'aurait pu traverser. Ce qu'Isabelle Adjani a traversé ne s'est pas raconté dans les talk-shows. Cela s'est inscrit dans les plis de son regard, dans les vibrations de sa voix, dans les absences de ses apparitions. Elle a fait de sa douleur un filtre, non pas pour se cacher, mais pour regarder le monde autrement. Plus lentement, plus lucidement, elle aurait pu s'effondrer, elle aurait pu s'exposer, elle aurait pu répondre à la violence par la violence. Mais non, elle a choisi la retenue, le retrait, le silence, une fois encore. Non pas comme une faiblesse, mais comme une forme de souveraineté. Le droit de ne pas tout dire, de ne pas tout livrer, de garder même dans la défaite intime un reste de mystère. Une part d'elle que personne ne pourrait piétiner. Son fils Gabriel Kane est devenu sa boussole. Il n'est pas une réparation, il est un chemin. Elle l'a accompagné sans jamais projeter sur lui le fantôme de l'homme absent. Elle l'a aimé comme elle aurait voulu l'être pleinement, intensément simplement. Et à travers lui, c'est peu être une autre version d'elle-même qui a survécu. Sur les écrans, elle continue d'apparaître, parfois, rarement, toujours avec cette aura irréelle. Ces rôles possession Camille Claudel, la reine Margot, ne sont plus seulement des performances. Ce sont des lieux de mémoire, des sanctuaires de sa vérité. Là où elle a déposé à chaque film un peu de sa peine, un peu de sa foi perdue. Et puis il y a ce fax, ce papier banal devenu icône involontaire, une relique de l'humiliation moderne. Il est entré dans l'imaginaire collectif comme un symbole, celui de l'abandon, invisible, celui qui n'explose pas mais qui ronge. C'est pas le bruit qui fait mal, c'est le vide. Mais Isabelle Adjani, elle est restée, debout, souveraine,
insondable. Elle n'a jamais été guérie, mais elle a transformé ses blessures en vestiges sacrés. Et être cela au fond, le vrai pouvoir des femmes qui ne cèdent pas faire de la douleur un silence qui résonne plus fort que tous les cris.